Je suis Mélisande Césaria de Zero Waste Paris et j'animerai la soirée, donc ce webinaire pour un événementiel sportif et culturel zéro déchet. Alors, le programme, on commencera par un mot d'introduction de Patrick Lascou, donc qui est vice-président d'Est Ensemble, chargé du programme zéro déchet, de la prévention, de la réduction et de la revalorisation des déchets. Ensuite, on passera à la restitution des enquêtes par Zero Waste Paris, donc qui ont été réalisées sur les événements sportifs et culturels du territoire d'Est Ensemble. Et ensuite, on passera à la table ronde. Comment faire du zéro déchet, zéro gaspille, la norme sur les événements sportifs et culturels, avec l'Advou Blanche, Arémax, Usage, le Réfère, la Réserve des Arts et Envie, le Labo. Je donne donc tout de suite la parole à Monsieur Lascou pour le mot d'introduction. C'est à vous. Merci, bonjour à toutes et à tous. Voilà, juste le temps, j'arrive de République, là il y a une demi-heure j'étais à République, donc j'arrive juste et je m'excuse un peu de ces quelques minutes de retard. Je tiens d'abord à vous remercier, à remercier Zero Waste et tous nos partenaires qui ont collaboré à ce projet et cette étude. Et je souhaite aussi remercier Maoussia et Nathalie Bastard et Xavier Hébert, tous ceux des services d'Est Ensemble qui ont collaboré aussi à ce projet et ont permis d'avoir cette restitution aujourd'hui. Alors c'est un peu dommage, c'était prévu en présentiel au départ et c'est toujours regrettable. Alors cette journée un peu chargée socialement et qui nous mobilise aussi. Donc, merci. On aurait pu rajouter à la liste événementielle, culturelle, sportive, on aurait pu rajouter les manifestations publiques aussi, puisque c'est aussi des activités qui génèrent beaucoup de déchets, à voir les poubelles que j'ai vues le long du parcours. Et ce projet et cette étude rentrent dans notre programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés, hein, le PLP-DMA, et plus particulièrement sur l'axe 3 et d'une collectivité exemplaire. Donc, sur le contexte, je sais que vous allez en parler plus en détail après dans la présentation, mais le contexte, se fait dans un décret de la loi AGEC qui est sorti en début d'année, en janvier, qui nous impose de mettre en place du tri sur l'espace public. Et donc, vous rentrez dans cet axe de tri à la source sur les événements et le besoin de sensibilisation. Et c'est vraiment vous cibler par votre action. Et je crois que ça devrait continuer dans le futur. Vous rentrez vraiment dans un besoin de prise de conscience, de changement de comportement, à la fois des habitants, des structures, mais essentiellement des producteurs qui doivent aussi revoir un peu leur conception de produits et limiter les emballages et aller vers le vrac, la consigne et les événements. On sait, hein, quand on vient un peu du milieu associatif, on sait que quand on doit organiser un événement, c'est pas toujours facile de rajouter cette logistique de déchets en plus de l'activité, des activités qui sont proposées. Et c'est vraiment à chaque fois l'implication des acteurs. On voit qu'il y a des acteurs qui savent prendre en charge des événements zéro déchet, des vides-greniers, des activités même sportives, où il y a vraiment un effort qui est fait de par les structures avec une prise de conscience, mais il y en a d'autres où vraiment on constate que ce sujet est très très loin des préoccupations. Alors, je sais que dans les services, nous mettons à disposition des conteneurs, on essaye d'accompagner au mieux, mais à chaque fois, on voit bien qu'il y a besoin de communication sur le terrain, d'accompagnement, parce qu'on ne sait pas toujours, il faut rappeler les consignes, et on voit bien, alors même si le gisement qui est récupéré sur ces événements est relativement faible au regard des 208 000 tonnes qu'on récupère de déchets,
sur l'ensemble de l'année, mais c'est quand même l'occasion et c'est le moment où on peut toucher l'écoute des habitants sur ce sujet de prise de conscience de déchets qu'on génère toujours trop et surtout des déchets qui sont souvent à usage unique et qu'il faut absolument proscrire dans l'avenir puisque ça représente un impact environnemental et économique redoutable. Donc vraiment, merci de cette action. Elle croise nos objectifs et les politiques que l'on porte au niveau du territoire. Alors, voilà, que dire de plus qu'on vous accompagne et qu'on est toujours vigilant et à ce que vous proposez et vous remercier encore une fois de participer avec nous à cet objectif qui est de tri et de prise de conscience de cette problématique déchets. Voilà, je ne veux pas être plus long, je pourrais encore débattre, mais merci à vous. Je vais pas monopoliser le temps de parole. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Lascoub. À notre tour, au nom de To Zero Waste Paris, de vous remercier de nous avoir donné l'opportunité de faire ces enquêtes parce que c'était extrêmement instructif aussi pour nous. Donc, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, donc Zero Waste Paris, c'est une association de protection de l'environnement qui lutte contre les déchets et le gaspillage sur Paris et l'Île-de-France. Donc, on rassemble 160 membres en 2024. On réalise 2 à 3 actions par semaine. Donc, ça peut passer par beaucoup de choses. Mais vraiment, le cœur de notre mission, c'est la sensibilisation de la population donc aux problèmes environnementaux des déchets. C'est vraiment de réduire concrètement donc ces déchets sur le territoire en proposant des solutions à divers publics. Donc ça peut être le grand public, les commerçants, mais on est évidemment beaucoup en contact avec les collectivités et on porte un plaidoyer auprès des décideurs pour vraiment aller vers une société zéro déchet, zéro gaspillage. Donc le contexte du projet, l'idée c'était vraiment de suivre donc une douzaine de manifestations sportives et culturelles sur le territoire. Donc on a commencé le projet en septembre 2024, donc il y a pile un an, et on voulait vraiment élaborer un état des lieux de la production des déchets du secteur de l'événementiel pour faire ressortir des recommandations pour vraiment réduire la taille des poubelles qui sont générées par le secteur de l'événementiel, mais donc des recommandations, mais aussi pointer du doigt les bonnes pratiques parce que vous allez voir, il y en a quand même beaucoup. Donc, pourquoi les déchets de l'événementiel parce que un événement de 5000 personnes, ça génère, selon l'ADEME, 2,5 tonnes de déchets. Donc, c'est quand même assez conséquent. Il faut vraiment se pencher sur ce secteur-là. Et il y a aussi énormément de gaspillage, notamment de gaspillage alimentaire, aussi bien qu'un tiers des organisateurs déclarent jeter plus de 15% de la nourriture qui est prévue lors d'un événement. Il y a aussi un cadre législatif. Donc, il y a plusieurs lois, mais juste pour vous donner quelques extraits du Code de l'environnement, notamment donc tous les producteurs et détenteurs de déchets, y compris les professionnels de l'événementiel, doivent mettre en place le tri à la source des déchets. La restauration, elle doit prévoir la collecte des restes alimentaires et des épluchures en valorisation soit par compostage, soit par méthanisation. Donc ça, c'est dans la loi AGEC, donc loi AGEC de février 2020, donc anti-gaspillage, économie circulaire. Cette loi AGEC, elle dit aussi qu'il faut informer le public et les usagers sur les consignes de tri et d'avoir des logos et une signalétique appropriée. Et aussi, il y a quand même pas mal d'éléments en plastique à usage unique qui sont progressivement interdits. Donc, on a eu les sacs plastiques dès 2016 dans la loi de transition écologique et pour la croissance verte. On voit qu'il y a encore beaucoup de sacs plastiques à usage unique un petit peu partout. Donc, il faut encore œuvrer pour ça. Et maintenant, les gobelets, verres, pailles, assiettes jetables en plastique sont aussi interdits. Donc, voilà un petit peu pour rappeler ce cadre réglementaire en quelques minutes. Donc, notre méthodologie pour faire mener à bien tout ce projet,
L'idée, c'était de s'entretenir avec les organisateurs d'événements. Donc en amont si possible, ça n'a pas toujours été possible parce qu'on le sait, on est vraiment beaucoup dans le rush, comme on dit quand on organise un événement. Donc c'était pas toujours possible pour eux de nous faire un petit peu de place en amont. Mais l'idée, c'est aussi de pouvoir s'entretenir post-événement avec les organisateurs. On était présent sur tous les événements évidemment qu'on a enquêtés, avec un binôme d'enquêtrices plutôt. Oui, je crois qu'on était quasiment que des enquêtrices. Donc binôme d'enquêtrices sur chaque événement, et les gros événements, on pouvait être jusqu'à 5-6 pour les couvrir. Donc on a fait beaucoup d'images de tout ce qu'on a pu observer. On s'est entretenu avec les participants, donc soit les personnes qui venaient dans le public, par exemple le temps d'une course, ou soit les coureurs et coureuses, par exemple. Donc voilà, on a essayé de s'entretenir avec un maximum de personnes, et après, bien, on a analysé évidemment ces données. Donc, ces 12 événements, c'était le Trail des hauteurs de Romainville, le marché de Noël de Montreuil, la compétition d'escrime de Bondy, le Lillart au Lila, l'Ourti Run de Bobigny, le meeting international d'athlétisme de Montreuil, le concert de Broadway à Hollywood de Noisy-le-Sec, Pantin-sur-Mer à Pantin, le bal de Bobigny, donc ça c'était les 12 et 13 juillet, ces événements, dans le cadre de l'été du Canal notamment, et les forums des assos, donc de Bagnolet, de Montreuil et de Noisy. Ça nous semblait vraiment intéressant d'être présent sur les forums des assos, puisque d'être au contact en direct aussi avec les assos qui organisent elles-mêmes des événements. Donc là, vous avez sur la carte d'Est Ensemble tous les événements. Donc il y en avait 2 très gros, donc qui sont le Trail des hauteurs et le meeting international d'athlétisme, qui ont rassemblé plus de 1000 participants, voire même quasiment 2000 pour le meeting international d'athlétisme. Donc, qu'est-ce qu'on a pu observer pendant cette année d'enquête et d'observation? On va commencer tout de suite cette restitution avec, évidemment, la gestion des déchets. Donc, sur le tri, sur les 7, il y a 7 événements sur les 12 observés qui proposaient le tri, et 2 avec la collecte triflux, donc c'est-à-dire les ordures ménagères résiduelles, OMR, les multimatériaux, donc ça c'est la poubelle jaune, et le verre. Alors effectivement, le verre, il n'était pas présent de partout parce que en fait, il y a plein d'événements qui ne proposaient aucune consommation avec des bouteilles en verre. Donc voilà, la poubelle verre, pour le verre, n'était pas tout le temps demandée. Mais on a quand même pu constater que le verre était malgré tout présent partout puisque rapporté de l'extérieur. Donc, ce qu'on a pu observer, c'est que sur la majorité des événements, la quantité de bacs et de poubelles et de corbeilles était vraiment suffisante. Mais ce qui a posé problème, c'était la répartition, la disposition ou la signalétique. Il n'y avait pas le tri qui était possible sur chaque espace déchet, parce que même si on avait la collecte triflux, sur certains espaces, on pouvait que avoir verre et OMR, par exemple, mais pas la poubelle jaune. La répartition des bacs aussi, elle nécessite vraiment d'être optimisée sur la moitié des événements sur lesquels on était présent. Parfois, les bacs sont tous regroupés au même endroit et donc, du coup, il y a certains endroits d'un événement qui ne sont pas couverts par un espace déchet. Et la signalétique, elle est vraiment à développer sur tous les événements. Alors, on sait que le tri hors foyer, il est extrêmement complexe de partout. Donc là, vous avez un petit florilège de ce qu'on a pu prendre en photo. Des images comme ça, j'en ai par centaines dans mon téléphone. Donc, on voit que le tri est quand même extrêmement difficile sur l'événementiel. Donc, on s'en doutait, évidemment, mais on peut voir là toutes les sortes de déchets mélangés, que ce soit de l'alimentaire, des canettes, du plastique. Donc, le tri est vraiment extrêmement difficile. Donc voilà, des bacs qui sont sans signalétique, avec juste on voit les couvercles de couleurs différentes, sauf qu'on sait que à part la poubelle jaune, les autres couleurs sont assez mal identifiées en fait par les gens parce qu'elles peuvent changer d'une commune à l'autre.
Parfois, du coup, quand ce bac il est ouvert, en plus on voit plus la couleur du couvercle, donc ça facilite vraiment pas le geste de tri. Et on se retrouve quasiment sur tous les événements avec des corbeilles de rue qui sont débordées et ça peut poser évidemment des problèmes de déchets sauvages, surtout quand on est à l'aplomb du canal, hein, comme c'était le cas par exemple de Pantin-sur-Mer ou de Lourquironne. Alors, on tenait vraiment à faire un focus sur les canettes parce que les canettes, elles sont extrêmement présentes sur tous les événements qu'on a audités. Elles sont souvent vendues sur les stands tenus par des associations. Ça leur permet de se financer, hein, cette vente de boissons. Donc, vraiment très, très, très présente, mais aussi évidemment présente dans les bacs OMR et dans les corbeilles de rue. Alors, on s'est dit que c'était vraiment un déchet sur lequel il faudrait avoir un plan d'action vraiment parce que c'est vraiment dommage de retrouver des canettes en aluminium dans les OMR ou dans les corbeilles de rue parce que l'acier et l'aluminium, c'est entièrement recyclable. C'est vraiment un déchet qu'on sait recycler. Et donc, l'envoyer à l'incinérateur, c'est vraiment un gaspillage de ressources. Donc voilà, peut-être vraiment réfléchir à un meilleur tri des canettes. Et on souhaitait aussi faire un focus spécifique sur les mégots parce qu'on les a trouvés par centaines sur tous les événements. Et même si c'est un tout petit déchet, il pose vraiment problème parce que un seul mégot, ça va contaminer 500 litres d'eau. Et dans l'environnement, il mettra une douzaine d'années à se dégrader. Donc l'idée, ce serait de mettre en place des cendriers, ce qu'on a très 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 peu vu. Et pourquoi pas distribuer des cendriers de poche. Et la loi aussi a changé depuis le 28 juin 2005 par décret. Il y a eu l'interdiction de fumer dans les parcs, jardins, stades et installations sportives. Or, beaucoup d'événements qu'on a audités se trouvaient être dans des installations sportives et des parcs. Donc voilà, peut-être vraiment repenser la signalétique parce que pas de fumeurs, pas de mégots, pas de problème de gestion de mégots. Donc les pratiques à développer vraiment, ce serait d'avoir à plusieurs endroits stratégiques de l'événement, donc que ce soit sur le stand restauration, aux sorties ou dans un espace très central, un bac pour chaque flux avec les ordures ménagères résiduelles, les multimatériaux, le verre quand même malgré tout puisqu'il est, comme je l'ai dit souvent, ramené de l'extérieur par les participants, et les déchets alimentaires. Donc on a, qui pour l'instant ont pas beaucoup été collectés sur les événements qu'on a observés. Proposer un affichage vraiment très clair des consignes de tri et pas uniquement sur le couvercle des bacs parce que c'est pas visible lorsqu'il est ouvert, et avoir vraiment un gros travail sur la signalétique, la voir de manière ludique, de manière plus formelle et avec un réel fléchage pour vraiment favoriser ce geste de tri. On sait qu'il est très compliqué hors foyer, mais essayer de tout mettre en œuvre pour le faciliter. Et le plus, c'est vraiment la communication en amont et la sensibilisation sur place. Donc là, par exemple, on peut voir dans les pratiques à développer un point de collecte. Donc ça, c'est mis en place par Aremax, donc qui interviendra tout à l'heure dans la table ronde. Ce genre de point de collecte, il permet vraiment de faciliter le geste de tri puisqu'on a tout rassemblé au même endroit. On a un sac qui est transparent, donc on peut vraiment contrôler aussi l'apport, et on a quelque chose d'assez clair, assez ludique et vraiment dans l'image, donc ce qui permet quand même vraiment de faciliter le geste de tri encore une fois. Et évidemment, ça fonctionne encore mieux quand il y a des ambassadeurs et ambassadrices du tri pour accompagner ce geste. Donc dans les bonnes initiatives observées, là on peut voir le stand de sensibilisation au tri qui avait été mis en place par Est Ensemble sur le trail des hauteurs. Comme l'a dit Monsieur Lascou, effectivement se saisir de ces événements sur la voie publique pour refaire de la sensibilisation. En plus là avec la collecte des déchets alimentaires qui se développe vraiment, ça permet aussi de se saisir du fait qu'il y ait plein de gens réunis à un endroit pour faire de la sensibilisation et de l'information.
et communiquer vraiment en amont sur les réseaux sociaux pour inciter les gens à ramener leur gourde, éventuellement à ramener leur gobelet et voilà pour éviter notamment la consommation de bouteilles en plastique sur les événements. Alors, on va parler de la restauration. Donc la restauration, c'est vraiment, je suis désolée, il y a une ambulance qui passe. La restauration, elle était présente quasiment partout. Il y a un seul événement qu'on a audité qui ne proposait pas de restauration. La plupart du temps, c'est sous forme de stand et de food truck. Donc 25% des événements incluaient des denrées alimentaires en vrac pour la restauration. Donc ça, c'est vraiment à encourager, à développer. Mais 2/3 des événements ne proposaient que du jetable pour la vaisselle, donc notamment couverts, assiettes et gobelets. En tout cas, quoi qu'il en soit, sur 100% des événements, on avait des contenants alimentaires à usage unique. Donc voilà, vous pouvez voir sur les images donc les contenants typiques de vente à emporter qu'on identifie bien maintenant, hein, donc en carton. Donc, barquettes, assiettes, gobelets. Et alors, ces emballages, donc ils ont progressivement remplacé les emballages en plastique à usage unique depuis le passage de la loi AGEC de février 2020, puisque, comme je le disais en introduction, les emballages alimentaires en plastique, sont interdits, les assiettes, les gobelets, les couverts, et donc ils sont remplacés par du carton, mais malheureusement, ce n'est pas que du carton, puisque pour rendre ce carton imperméable, on va utiliser du polyéthylène, du polypropylène ou du polyéthylène terephthalate, le fameux PET. Et en fait, ce mélange de matériaux rend le carton d'emballage très difficilement recyclable, ce qui fait que souvent, malheureusement, il est envoyé à l'incinération ou en enfouissement, mais bon, ici en Île-de-France, ça sera plutôt à l'incinération. Et donc, en fait, ce qui pose vraiment problème, plastique ou carton, en fait, c'est le vrai problème, c'est l'usage unique. Donc, c'est là qu'il va falloir aussi mettre beaucoup d'efforts. Donc, dans les bonnes initiatives observées, de la restauration sans vaisselle, et oui, c'est possible. On l'a observé, encore une fois, sur le Trail des Hauteurs. Le Trail des Hauteurs, on va souvent le citer parce que la FSGT 93 met vraiment beaucoup de choses en place pour réduire les déchets sur ces événements. Donc effectivement, on a pu observer des wraps, voilà, pour le repas, qui était uniquement servi dans une serviette en papier. Ce qui est quand même un déchet qui est plus facilement gérable que les barquettes avec 5% de plastique. Et le ravitaillement aussi sur les courses. Donc là, Trail des Hauteurs et Ourki Run. Donc on a voilà des noix, des gâteaux, des bananes et tout ça sans emballage plastique. Pour limiter le gaspillage alimentaire aussi, pour les ravitaillements, les boîtes en carton non entamées étaient gardées pour qu'elles soient consommées lors d'un prochain événement, parce que là on constate qu'il y a plein de denrées qui ne sont pas périssables dans la minute, hein, donc on peut garder d'un événement à l'autre sans problème. Mais vu que le gaspillage alimentaire est quand même assez présent sur tous les événements, l'idée c'est si on a des restes alimentaires, eh bien on peut faire appel à une association de récupération de surplus alimentaire. Il y en a plusieurs qui existent, et autrement on peut aussi distribuer aux bénévoles, aux staff, aux participants, les restes en fin d'événement. L'accès à l'eau. Donc l'accès à l'eau, ce qui était très bien, c'est que 3/4 des événements proposaient un accès à l'eau gratuit, mais un seul avait vraiment une signalétique très claire pour éviter la consommation de bouteilles d'eau en plastique. Donc encore une fois, la signalétique, il y a un gros enjeu là-dessus. Il faut encourager un maximum les gens à utiliser l'eau du robinet pour éviter
la consommation de bouteilles en plastique qui sont extrêmement présentes sur tous les événements. Et en fait, là, le plastique, c'est un peu notre ennemi juré chez Zero Waste Paris, vous imaginez bien. On a un problème avec ce plastique qui se recycle extrêmement mal. En fait, le plastique, on va savoir le recycler sur 1 ou 2 cycles de recyclage maximum. Après, il perd tellement en qualité qu'en fait, on peut plus l'utiliser dans l'alimentaire, dans les boissons. Et en fait, à chaque cycle de recyclage, on doit réinjecter de la matière vierge, utiliser des ressources. Donc vraiment, le recyclage du plastique, il est extrêmement complexe et il est vraiment à la marge. Donc, il faut avoir un plan zéro plastique sur beaucoup d'événements. Et vu que l'accès à l'eau est souvent assez facile, voilà, avoir vraiment un axe de travail sur les bouteilles plastiques. Donc, les pratiques à développer pour ça, eh bien, c'est la communication en amont, notamment sur les événements sportifs, pour inciter les participants à porter leur gourde, installer des accès à l'eau temporaire si le lieu n'est pas équipé, mettre en place une signalétique pour indiquer ces fontaines à eau, mais aussi pour encourager les participants à l'utiliser et accompagner le geste voilà, d'aller se chercher de l'eau au robinet avec la disposition de gobelets lavables, comme on peut voir là sur les images. Pas de gourde, des gobelets réutilisables sont à votre disposition au stand ravitaillement. Et après, on récupère les gobelets. Donc, les gobelets lavables, ils permettent vraiment de réduire la production de déchets. Ils étaient utilisés sur 4 événements sur les 12 observés. Donc, voilà, je pense qu'il y a aussi un gros axe de travail à développer là-dessus. Voilà, pour que ce soit vraiment bon pour la planète, il faut qu'il soit récupéré par les organisateurs, organisatrices et qu'il soit non daté. Mais on va parler gobelets lavables tout à l'heure avec Marino Gonçalves d'usage, donc on ne va pas s'étendre trop maintenant, on en reparlera dans le cadre de la table ronde. La communication. Alors, la communication papier, elle était aussi assez présente, notamment sur les derniers événements sur lesquels on était présent, donc qui étaient les forums des assos. Et oui, il y a tous les assos des villes qui se retrouvent et qui font de la communication pour inciter les gens à participer à leurs événements, leurs activités. Donc, beaucoup de flyers. Le problème, c'est que il peut y avoir des déchets sauvages. On n'a pas observé sur tous les événements, il n'y avait jamais énormément de déchets sauvages. Et ça, c'est quand même un super point. Mais quand il y avait des flyers, il y en avait forcément à terre. Et après, sur la quantité, certains événements en éditaient beaucoup trop, ce qui fait qu'en fin d'événement, on se retrouvait quand même avec des cartons de flyers et de brochures non utilisés. Donc, dans les bonnes initiatives, on a vu ça sur le forum de rentrée à Noisy. Un QR code unique avec le guide des assos en ligne sur le site de la mairie. Donc, toutes les infos étaient collectées en amont, ce qui permet d'éviter d'avoir plein de papiers imprimés et en fait que tous les stands n'aient pas son QR code pour ses activités, mais de tout rassembler et d'avoir voilà le site web de toutes les assos, retrouver toutes les infos. C'est quand même des pratiques à développer pour éviter d'éditer trop de flyers. Les banderoles, on essaye aussi d'éviter de les dater, ce qui permet de les réutiliser d'une année sur l'autre parce que beaucoup d'événements en fait ont lieu de manière annuelle et on peut juste réimprimer une bande vinyle adhésive avec la date pour la poser sur les banderoles. Pour l'affichage, on réfléchit vraiment à où est-ce qu'on va les mettre et pour avoir une quantité très précise du nombre d'affiches pour éviter la surimpression. Les flyers, vous l'aurez compris, on essaie de les éviter au maximum parce qu'en plus, ils sont pas vraiment lus, ces flyers. Quand on discutait avec les participants, voilà, ils pouvaient en avoir 15 dans la main et en fait, c'était voilà juste pour dans la discussion prendre un flyer avec la personne avec qui on a parlé, mais après c'est rapidement jeté. Donc voilà, on réfléchit QR code, comme je viens de le dire.
Et les plans, franchement, c'est pas nécessaire de les imprimer en petite édition individuelle. Vaut mieux privilégier une bonne signalétique et imprimer des grands plans type A2 aux endroits stratégiques, entrées et buvettes. Les goodies. Alors les goodies, on a vu des super bonnes initiatives. Encore une fois, bravo la FSGT 93. Donc ça, c'était sur le trail des hauteurs, des médailles directement en vrac dans les cartons, donc pas d'emballage individuel. Les médailles et trophées étaient éco-conçus à partir de palettes, de boîtes coffrage et de chutes et travaillés à la main dans un atelier de l'Essonne. Donc là, on est sur réemploi de matière, du local. Et contrairement à l'édition précédente, il n'y avait pas de t-shirt finisher qui était donné avec le dossard pour les adultes. On sait que les t-shirts finisher sur les courses, souvent, ils restent dans les placards et ils nous encombrent. Donc, vraiment, on évite voilà, de les donner. Donc, les goodies, c'est pas en libre service, c'est pas systématique et c'est éco-conçu, sans plastique, sans emballage, réutilisable ou avec un intérêt écologique comme type cendrier de poche, bombe à graines, sac à vrac. Et les équipements. Donc les équipements, dans les bonnes initiatives, il y a des supports qui étaient pensés pour être réutilisés d'une édition à l'autre. Donc les chaussettes Vauban pour les barrières, les arches de départ et d'arrivée, la signalétique et fléchage directionnel et les bâches notamment d'encouragement. Donc tout ça, c'est des choses qui sont éditées en dur pour résister aux intempéries et être réutilisées d'un événement à l'autre. Donc ça, c'est vraiment des pratiques à développer. Donc sur les t-shirts aussi des événements. Donc pour les bénévoles, avoir un t-shirt générique qui dit organisation ou bénévole comme sur l'image pour être réutilisé d'un événement à l'autre, d'une année sur l'autre, mutualiser aussi avec d'autres structures ce type de t-shirt. On réutilise la signalétique, entrée, départ, arrivée, toilette. Et pour l'allocation et l'emprunt, ça c'était quand même vraiment beaucoup en mutualisation pour les barnums, le mobilier, toilettes et sonos. Donc ça, c'est quelque chose à saluer. Et en guise de conclusion, je voulais vous présenter ce travail qui est fait par la mairie de Montreuil, donc suite aux échanges qu'on a pu avoir avec la mairie dans le cadre du projet. Donc c'est une petite fiche pratique à destination des organisateurs d'événements, petit rappel de la loi, des astuces zéro déchet. Et ce que j'ai trouvé vraiment très intéressant, c'est le avant, pendant, après. Donc vraiment avant, identifier toutes les sources de production de déchets, voir avec quel fournisseur on peut travailler pour des pratiques zéro déchet, du vrac, du réutilisable, du consigné, sur la communication. Donc éviter de multiplier les supports, avoir un référent déchets sur chaque événement, ça c'est vraiment hyper important. Et pendant l'événement, avoir, on le dira jamais assez, mais une signalétique claire, pour faciliter le geste de tri, des panneaux explicatifs. Et après, on gère les surplus alimentaires. Sur les déchets spécifiques qui ont une filière propre, on les oriente vers cette filière. On récupère les affiches à poser, on collecte les déchets, on corrige les erreurs si besoin, mais pour ça, c'est bien d'avoir des ambassadeurs du tri. Et on récupère et on stocke les infrastructures réutilisables pour que ce soit réutilisé les années d'après. Et surtout, on fait le bilan, on comptabilise les volumes de déchets, et on communique là-dessus, pour dire, l'année dernière, on avait un tonnage comme ça, et là, on s'est amélioré. Et vraiment, c'est ce genre de pratique qu'il faut absolument développer. Donc merci à la mairie de Montreuil de nous avoir transmis cette petite fiche pratique et je trouvais que ça faisait une vraiment très très bonne conclusion pour vous montrer que on avance dans le zéro déchet sur le territoire d'Est Ensemble. Alors si vous avez quelques petites questions, vous les avez sans doute posées un petit peu dans le chat.
Alors, je ne sais pas si déjà vous avez pu avoir quelques réponses. Non, pour l'instant. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions? En tout cas, vous n'hésitez vraiment vous n'hésitez vraiment pas à les poser dans le chat, puisqu'on a Joséphine, Élise, Julia, Sophie et Christine de Zero Waste Paris qui sont présentes ce soir et qui peuvent répondre en direct. Donc voilà, vous posez toutes vos questions. En tout cas, merci pour votre écoute. J'espère que ça vous a inspiré et donné envie d'agir au moins autant que nous. Eh bien, si on n'a pas de questions, on va pouvoir passer à la table ronde. Alors, la table ronde. Donc, comment faire du zéro déchet, zéro gaspille, la norme sur les événements sportifs et culturels. Donc, alors, pour remettre un petit peu le contexte, donc quand on a soumis le projet au fond zéro déchet d'Est Ensemble, on souhaitait vraiment, donc, comme l'a dit Monsieur Lascaux, faire la restitution dans le cadre d'un événement en présentiel qui serait exemplaire en termes de gestion des déchets, évidemment, qui serait restauration zéro déchet, vaisselle réemployable, contenant consigné, avec un village des solutions qui permettrait vraiment de mettre en avant toutes les structures qui proposent des solutions pour réduire les déchets et le gaspillage et qui rassemblerait les acteurs de l'événementiel et les collectivités. Donc, l'actualité nous a contraints à passer en format webinaire et je suis ravie parce que vous êtes une cinquantaine à être présents, donc c'est super. Et on a conservé cette partie table ronde parce que voilà, il y a vraiment des choses à creuser sur l'aspect solution, piste d'action avec les porteurs de solutions et les organisateurs d'événements. Et j'espère aussi que cette table ronde permettra de lever quelques freins au développement du zéro déchet dans le secteur de l'événementiel. Donc pour ça, donc je suis ravie d'accueillir donc Adèle Pratt, donc de la production de la Douve Blanche. Donc la Douve Blanche, c'est un festival musical et culinaire qui a lieu dans les douves du château d'Aigreville dans le 77, donc depuis 11 ans maintenant, et qui a intégré le zéro déchet à sa démarche RSE. Donc, on a aussi le plaisir d'accueillir Julia Lenoac, donc qui est la directrice régionale Île-de-France de l'association Aremax, qui œuvre depuis 20 ans donc pour la transition écologique et sociale du secteur de l'événementiel. Donc, Aremax propose des accompagnements sur mesure pour les acteurs de l'événementiel autour de la réduction, de la gestion responsable et de la valorisation des déchets. Et l'asso, elle rassemble aujourd'hui 900 bénévoles, 35 salariés et elle agit un peu partout parce que il y a cinquantaine régionale d'Aremax et chaque année, la structure accompagne plus de 200 événements, donc bravo Aremax. On a aussi le plaisir d'accueillir Marino Gonçalves pour présenter Usage, donc entreprise de l'économie sociale et solidaire qui propose des solutions de lavage et d'accompagnement pour le réemploi des emballages du secteur de la restauration et de l'agroalimentaire. Donc aujourd'hui, Usage, c'est 4 centres de lavage donc en Île-de-France, mais aussi en Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes, Côte d'Azur et dans le Grand Est. Pour parler réemploi, on a le REFER, donc le réseau francilien du réemploi en Île-de-France. Donc Anna Morassin, chargée d'accompagnement sur le territoire de la Seine-Saint-Denis, pourra nous éclairer sur l'état d'avancement et les enjeux du secteur sur le réemploi. On aura aussi Lucie Bonafonte, donc chargée de communication de la réserve des arts, qui favorise l'économie circulaire et solidaire du secteur culturel, donc sur le réemploi de matériaux. Donc la réserve des arts, c'est 17 ans d'existence, 11 325 structures professionnelles et adhérents.
570 tonnes de matériaux collectés et ça nous tenait encore plus à cœur de les accueillir sur cette table ronde parce que la Réserve des Arts est présente sur le territoire d'Est Ensemble. Et pour finir, on aura Fiona Forier, donc chargée d'animation et de programmation pour le labo Envie, donc qui interviendra avec une double casquette, Fiona, parce que Envie, c'est un lieu où on trouve de l'électronique, de l'électroménager reconditionné. C'est un lieu de collecte et d'appareils, un démonstrateur de possibles en matière de réemploi. Mais c'est aussi, depuis 2 ans, Envie, l'organisateur des Envibrations. Donc voilà, double casquette, solution, mais aussi organisateur, donc qui met le réemploi et le zéro déchet évidemment au cœur de sa démarche. Donc déjà, merci à toutes et tous d'avoir répondu présent pour cette table ronde. Et je vais commencer par donner la parole à la Douve Blanche. Donc à Adèle. Donc dans le cadre de nos recherches pour l'organisation de cette table ronde, on souhaitait vraiment en premier lieu donner la parole à des organisateurs, organisatrices d'événements qui avaient mis le zéro déchet au cœur de leur projet. Et vous êtes encore très peu nombreux à avoir mis le zéro déchet au cœur de l'événementiel. Quelles étaient vos motivations premières pour avoir mis la démarche zéro déchet au cœur du festival La Douve Blanche? Merci beaucoup de me recevoir. Alors nous, l'idée de créer un festival, c'était de créer un monde un peu à part, à notre image où on a envie d'aller. Donc pour nous, c'était vraiment en passant par tout ce qui est bienveillance, découverte, fête, tout en réduisant au maximum notre impact environnemental. On n'est sûrement pas les meilleurs, mais en tout cas, on essaye vraiment d'y apporter une grande attention et vraiment, on travaille tout au long de l'année. Faut savoir qu'on est vraiment dans les douves et dans le parc d'un château qui est magnifique. Donc, ça donne aussi très envie de prendre soin de cet environnement et de ne pas y laisser des déchets derrière nous, parce qu'il y a quand même quelqu'un qui vit en plus dans ce lieu à l'année. Et on a une grosse partie de l'équipe qui vient de la restauration, donc il y avait déjà une sensibilité à tout ce qui est sourcing des produits, les déchets, le réemploi des denrées alimentaires, etc. Super. Et donc vraiment concrètement, qu'est-ce qui est mis en place pour réduire les déchets? Concrètement, ça s'est fait sur plusieurs éditions. La rencontre avec Aremax, ça a été assez déterminant parce qu'on a du coup commencé à faire un tri généralisé sur le festival avec leur accompagnement, la mise en place de supports et de bennes de tri, donc carton, verre, tri sélectif, tous. On a aussi investi dans 2 tunnels de stockage qui nous permettent de pouvoir réutiliser du matériel, notamment Céno et construction d'une année sur l'autre. La mise en place de l'utilisation d'EcoCup à 100% aussi depuis quelques années et le déploiement de divers espaces de points d'eau sur l'ensemble du festival aussi, permettant de plus du tout avoir de bouteilles d'eau sur le festival. Et dernièrement, depuis 2 ans, on a mis en place l'utilisation de vaisselle réutilisable sur l'ensemble du site, au montage, à l'exploitation et au démontage, avec un système de plonge pour pouvoir avoir une rotation sur l'ensemble de l'événement. Oui, donc une démarche zéro déchet quand même assez complète, parce que même sur la vaisselle réutilisable, il n'y a pas que l'événement, mais il y a aussi toute la partie installation avec, j'imagine, beaucoup de personnes qui interviennent, et même pour le démontage. Donc ça, c'est bravo, bravo à vous. Et qu'est-ce qui a été le plus challengeant à mettre en œuvre? Qu'est-ce qui est le plus complexe? Pour le coup, c'est vraiment la vaisselle réutilisable parce que ça a été vraiment beaucoup de questions. Est-ce qu'on la loue? Est-ce qu'on l'achète en plastique style EcoCup ou est-ce qu'on l'est en recyclerie? Aussi les quantités, combien il en faut pour tout le flux de personnes. Est-ce qu'on met des consignes ou pas? Donc sur ça aussi, Aremac nous a pas mal accompagnés et nous a notamment fait rencontrer le Festival des Pluies de Juillet, qui a la vaisselle réutilisable, je crois, depuis leur première édition.
On en a aussi beaucoup parlé avec l'ensemble des équipes parce qu'en fait, mine de rien, au-delà de la vaisselle, ça pose d'autres questions sur la plonge, sur le fait de prendre la vaisselle, de l'amener à la plonge, etc. Et donc, du coup, nous, pour le coup, on loue la vaisselle chez Ok. la Toulouse. On loue 3000 contenants. On est un festival la jauge est à 2500 personnes par jour. Du coup, donc on la loue. On a mis en place un plus gros flux de plonge. On n'a pas de consigne pour les festivaliers. Par contre, on facture chaque carton ouvert au restaurateur. Dès qu'ils ouvrent, ils payent les items à 20 centimes l'item. Ok. Voilà. Et donc, vous arrivez à récupérer une grande partie de la vaisselle, voire la totalité, en fin Ouais, d'événement? pour le coup, on n'en perd quasiment pas. Ce qui se perd, c'est. En fait, c'est comme c'est de la vaisselle en style éco-cup, c'est pas très beau. Les gens repartent pas avec. Et pour le coup, si c'est jeté, l'année dernière, à Rémac, pour le coup, nous en avait ressorti quelques-uns des poubelles. Mais c'est vraiment très peu par rapport au nombre. Enfin, très peu par rapport à ce qu'on y gagne, en fait. Super. Comme quoi, on voit que des fois, même sans système de consigne, on arrive à récupérer sa vaisselle parce qu'on sait qu'il y a sur les gros événements, quand il y a beaucoup de passages, des fois le système de déconsigne peut être un petit peu délicat. Et donc c'est pour ça aussi, des fois que les gens repartent avec, c'est parce que ils n'ont pas envie de perdre peut-être une demi-heure à faire la queue. Donc c'est hyper inspirant de voir que même sans voilà consigne, on peut récupérer sa vaisselle. Donc la Douve Blanche a été accompagnée, donc tu l'as dit Adèle, par Arimax. Donc Arimax, donc qui accompagne voilà concrètement à la réduction des déchets, les événements. Du coup, Julia, en quoi ça consiste l'accompagnement d'Arimax vers la transition écologique des événements? En fait, nous, on accompagne, en tout cas en Ile-de-France, une vingtaine d'événements par an. Tout à l'heure, tu as cité 200 événements, mais c'est depuis l'existence d'Arimax. Ce n'est pas 200 événements par an. On essaye de dormir de temps en temps, pas les week-ends, mais on essaie de dormir quand même. Du coup, notre objectif, c'est d'accompagner les organisateurs de A à Z sur toute la gestion des déchets. Donc, ça va être en amont de l'événement d'essayer d'établir ensemble les gisements de déchets selon la jauge, selon l'événement, que ce soit culturel, sportif ou professionnel. Ça ne va pas forcément être les mêmes problématiques, que ce soit en intérieur ou en extérieur. Et ça va être de les accompagner au maximum sur, on peut trouver des alternatives. Est-ce qu'on ne partirait pas sur de la mutualisation aussi, mot que j'aime beaucoup, mais qui n'est pas forcément si simple que ça à mettre en place. Et ensuite, on est vraiment dans l'opérationnel lors de l'événement. Donc, on arrive avec le support de tri sur les événements qui permettent du coup d'avoir une signalétique claire avec des émoticônes, des emojis. Et aussi, on adapte, pareil, on promeut au maximum le tri-flux, donc qui permet de valoriser les biodéchets. Même sur des courses, parfois, on pourrait se dire que c'est pas forcément pertinent, alors qu'en réalité, il y a quand même des restes avec, des fois, c'est des pots de pommes, de bananes, d'oranges. De toute façon, il y a toujours des restes dans les assiettes. Et du coup, on va faire aussi de la sensibilisation auprès de toutes les parties prenantes, au maximum en amont si c'est possible. Et du coup, on va aller voir les restaurateurs, les food trucks, les techniciens, les autres bénévoles si besoin. Et l'objectif, c'est vraiment de réduire au maximum les erreurs de tri. Et ensuite, nous, on vient avec les bénévoles pour faire du tri, du sur-tri de nos supports, pour s'assurer que chaque déchet finit dans la bonne poubelle. Donc, on n'a pas peur de le dire, on met les mains dans les poubelles, on est équipé de gants hyper confortables. Mais du coup, l'objectif, c'est vraiment de sensibiliser aussi le public. S'ils nous voient mettre les mains directement dans les supports de tri, ils vont dire « Ah ok, je crois que c'est important. Je vais prendre un peu de temps de regarder la signalétique pour mettre mon déchet dans la bonne poubelle. » Et à la suite de ça, nous, on va faire un bilan justement qualitatif et quantitatif pour avoir un peu une idée, faire émerger des pistes d'amélioration. Donc, la Douve Blanche, on les a accompagnés pendant 6 ans. Donc, au fur et à mesure, on se mettait des petits objectifs à atteindre pour les éditions futures. Et là, on peut dire qu'ils ont quitté le nid. Et c'est chouette de se dire qu'ils sont hyper
autonome et que l'accompagnement se termine pour des bonnes raisons aussi. C'est que eux, en interne, maintenant, l'équipe, elle est stable, elle est fiable et ils prennent en compte aussi nos retours. Et c'est vrai qu'ils ont un public très attentif qui est fidèle et du coup, ils ont aussi l'habitude d'être voilà, dans la démarche. Et c'est un événement avec un camping aussi. Il faut préciser que le camping peut être aussi un gisement assez compliqué sur le tri. Et l'année dernière, on était intervenu à la fin de l'événement avec une table de tri. Donc en fait, c'est comme un support, mais il y a des humains qui sont derrière les tables et du coup, on indique en fait dans quelle poubelle va quel déchet. Et ça permet de faire une sensibilisation directe, d'être sûr que les déchets sont dans la bonne poubelle. Et comme les gens ont souvent un peu la flemme en sortant d'un événement parce qu'ils sont fatigués, ils n'ont qu'une envie, c'est de rentrer chez soi, bah, le fait d'être là, bah, en fait, ça les oblige un peu d'être dans la démarche et de faire le geste aussi de jeter le déchet dans la bonne poubelle. Donc nous, le but, c'est pas du tout d'être dans le côté assistanat de la personne, mais c'est vraiment plutôt montrer que c'est simple de faire le tri, que le tri en manifestation sportive ou culturelle, c'est comme à la maison. Globalement, les mouchoirs, ça va, l'ordure ménagère, enfin voilà, il y a des choses qui sont quand même plutôt communes. Ouais, ça permet complètement de faire une sensibilisation en même temps et peut-être les gens aussi repartent avec « Ah tiens, maintenant, chez moi, je sais que ça va dans telle poubelle. » Donc, c'est en plus à double emploi. En tout cas, c'est super inspirant. Enfin, ce partenariat avec la Douve Blanche et voilà. Et je trouve ça incroyable que voilà, au bout de 6 ans, ça y est, ils aient plus besoin de vous et qu'ils soient complètement autonomes et qu'ils aient vraiment intégré ça. Donc vraiment, encore une fois, bravo à la Douve Blanche. Pour revenir un petit peu sur la démarche ZD, donc chez Zero Waste Paris, nous on parle de la démarche zéro déchet comme de quelque chose d'hyper progressif. On dit, surtout aux particuliers qu'on accompagne, de ne pas vouloir tout révolutionner d'un coup parce qu'ils risquent d'échouer. Est-ce que c'est un peu la même chose dans le cadre d'une démarche zéro déchet pour l'événementiel? Par quoi est-ce qu'on commence concrètement voilà, en année 1 d'un accompagnement à Remax? L'idée, nous, on a la chance d'avoir des événements qu'on accompagne depuis un bon moment, donc c'est chouette d'avoir déjà un backup et vraiment une idée de OK, qu'est-ce qui pose problème et qu'est-ce qui peut être amélioré. J'avais envie vraiment que la Douve Blanche puisse témoigner parce que c'est un événement hyper intéressant et que je dirais pas, enfin, c'est un des rares événements sur lesquels on travaille qui a mis en place la vaisselle réutilisable et à son échelle. Donc ça, je trouve ça hyper cool et à Aigreville en plus, qui n'est pas forcément zone très accessible pour la collecte de la vaisselle. Mais en tout cas, nous, on est là au maximum pour donner l'envie d'eux et en fait casser un peu les barrières. La Douve Blanche, c'est la 2e édition, ils ont mis la vaisselle réutilisable et ils n'ont pas du tout fait marche arrière. Je peux donner l'exemple de Wheel of Green aussi, qui en 2024 avait mis en place la vaisselle réutilisable à 20%. Pour avoir déjà un peu une idée du fonctionnement. Sur une jauge à 40 000 par jour, forcément, il faut y aller un peu à tâtons. Et cette année, ils sont passés à 100% de vaisselle réutilisable et ça s'est très bien passé. Et en effet, comme dit Adèle, à juste titre, nous, on surtrie les poubelles, donc on sauve la vaisselle réutilisable si besoin, donc sur EcoCup ou même Item. Mais on sent qu'il y a quand même une vraie volonté, en tout cas dans les orgas, suite à nos bilans surtout aussi, c'est de un peu uniformiser aussi la com, que ce soit au niveau des bâches, que ce soit au niveau des plaques de Dibon, c'est de juste pas forcément dater l'événement pour être dans la réduction au maximum et du réemploi édition après édition. Et aussi, il y a aussi, je pense, au-delà de l'écologie, il y a aussi une question d'économie qui peut quand tu fais un peu moins aussi, forcément derrière, il y a un impact plutôt positif pour tes finances. Et voilà, tu parlais aussi un peu de la signalétique. On l'a vu, nous, dans les enquêtes, qu'il y avait un gros enjeu derrière la signalétique. Comment ça s'est passé chez Remax? J'imagine que, elle a dû évoluer au fil du temps. Vous avez aussi vu que ça marchait bien, ça marchait pas bien. Et est-ce que vous êtes arrivé à quelque chose de le plus abouti possible et voilà, hyper satisfait, vous avez un bon retour parce que c'est compréhensible, ou vous pensez que voilà, il y a encore des progrès à faire là-dessus, parce qu'il y a un gros enjeu sur la signalétique? Ouais, exactement. Franchement, la communication, c'est quand même un peu le cœur du problème et du sujet.
Tu avais mis une photo d'un des supports de tri tout à l'heure. C'est l'ancienne bannière. Là, on est parti sur quelque chose d'un peu plus sobre avec une petite punchline qui donne envie de trier. C'est 80% des personnes sur le site vont faire la démarche du tri. Est-ce que vous aussi? Ça donne un peu envie aux gens de s'impliquer. Et on a un code couleur qui est assez simple et qui est universel. C'est le jaune pour tout ce qui va être recyclable, le noir pour l'ordure ménagère et ensuite le vert ou le marron pour tout ce qui est biodéchets. Et on a la signalétique qui va bien. Sur Paris, on a refait les bannières il n'y a pas très longtemps. Donc les bannières, justement, ça va être la signalétique. Et on a fait le choix, le parti pris de ne pas mentionner la vaisselle sur les bannières en disant il n'y aura plus de vaisselle jetable de toute manière rapidement. Ça prend plus de temps que prévu. Mais aussi, on a notre gros sujet, nous, ça va être les erreurs, elles sont globalement communes, à force, peu importe l'événement, la jauge et tout ça. C'est souvent les mêmes erreurs, mais dès qu'il y a de la vaisselle jetable, c'est un gros sujet parce qu'il y a de la vaisselle jetable compostable qui en réalité finit plutôt à l'ordure ménagère puisque peu importe nos partenaires avec qui on travaille qui récoltent les biodéchets, c'est pas vraiment valorisable, donc ça finit à l'ordure ménagère. Donc voilà, donc on préconise quand même de prendre plutôt, à défaut de pouvoir mettre en place de la vaisselle réutilisable, plutôt de la vaisselle en carton, qui est quand même plus compréhensible en plus pour le public. Mais en tout cas, la signalétique, voilà, non, on y travaille un peu tout le temps, tous les jours. La table de tri est un bon moyen aussi de corriger les erreurs si besoin. De toute façon, voilà, l'humain fait un meilleur travail que juste une bannière, mais en tout cas, voilà, on adapte aussi nos bannières selon les besoins et sur des événements qui sont un peu plus internationaux aussi, on met la traduction pour éviter les erreurs parce que on a nos consignes de tri en France, mais c'est pas forcément les mêmes, même en Italie ou en Espagne, donc on les excuse. Donc c'est un work in progress tout le temps en fait sur la signalétique. Peut-être une dernière question. Pour un événement comme la Douve Blanche, il faut combien de bénévoles? Parce que tu as dit qu'il fallait de l'humain derrière les poubelles. Donc combien de bénévoles pour encadrer un peu ce geste de tri? La Douve Blanche, nous l'année dernière on était à 2 salariés parce que l'événement se termine assez tard quand même, c'est 4-5 heures du matin officiellement. Il y a le camping après qui continue à vivre. Et après, il y avait 5 bénévoles qui nous accompagnaient. Donc en fait, l'objectif c'est de faire des tours pour pas être en shift permanent, mais voilà, on est stratégique, on sait à quel moment il faut aller faire le tour des supports pour changer les sacs, refaire du tri, de la sensi. On fait aussi la distribution de cendriers de poche pour justement éviter d'avoir des mégots sauvages qu'on peut retrouver un peu partout. Et ça nous permet aussi avoir une première approche avec le public pour sensibiliser sur les consignes de tri un peu de manière générale et l'importance de faire attention et que c'est pas si compliqué de faire du tri. Il faut juste, s'il y a un doute, il faut juste lire les bannières et normalement il y a la réponse. Ouais. C'est vrai, c'est pas si compliqué. Et pourtant. Mais voilà, globalement, nous, on a des bénévoles sur tous les événements et du coup aussi, pour nous, c'est une vraie opportunité de faire l'effet papillon avec nos bénévoles, c'est de les sensibiliser eux aussi en interne. Sur Paris, on en a à peu près 200 par an, il y en a qui sont là depuis 5 ans et d'autres qui arrivent comme ça par hasard avec des profils totalement différents et c'est aussi pour ça que Arimax aussi impliqué dans le projet de l'ESS parce que voilà, finalement, le fait de pouvoir offrir de l'événement culturel, sportif à tout le monde, c'est aussi hyper important pour nous. Oui, et pour nous. Merci beaucoup, Julia. On l'a vu, un gros point noir de la production de déchets lors d'un événement, ça va être la partie restauration avec beaucoup d'emballages alimentaires générés, mal triés, difficilement valorisables. Et donc, la vaisselle jetable, justement, c'est le combat de Usage. Donc, vous proposez chez Usage l'allocation, le lavage de vaisselle réemployable. Marino, du coup, comment ça fonctionne? Alors bonjour tout le monde. Donc nous, on est une entreprise de l'économie sociale et solidaire qui intervient sur le lavage des emballages alimentaires réemployables.
Donc, on s'adresse vraiment à tous les acteurs qui possèdent sur leur lieu ou leur événement une offre de restauration réemployable. Et donc, on intervient initialement sur du lavage. Donc, si on fait un petit focus pour les acteurs de l'événementiel, l'idée est de simplifier justement le réemploi. Donc, on a tout un panel de services à côté du lavage qui font qu'on met à disposition des contenants alimentaires réemployables, notamment des gobelets, avec l'aide de la région Île-de-France, sous forme de location, avec également tout l'aspect logistique, c'est-à-dire qu'on va venir livrer sur l'événement les contenants alimentaires réemployables et ensuite venir les collecter lorsqu'ils seront sales, de manière à pouvoir les laver et les réutiliser une autre fois. Et du coup, quels sont les freins qui empêchent les organisateurs à sauter le pas du gobelet réemployable? On l'a vu qu'ils étaient que 4 là sur les événements qu'on a audités. Sur les 12 à avoir des gobelets lavables, quels sont les freins? Alors, je pense que on en a cité plusieurs auparavant, mais il y a également, je pense, un des freins principaux qui est l'aspect financier. C'est-à-dire que ça peut être coûteux à la fois sur les sujets de transport et autres. Donc, c'est vraiment un point économique. Et donc, nous, l'offre qu'on a mise en place fait qu'on est assez transparent sur la tarification. Donc, l'acteur va payer un prix pour le lavage du gobelet, pour la location, pour le transport, mais également, comme on le voit sur tous les événements, il va payer lorsque le gobelet n'est pas rendu, ce qu'on appelle la facturation du gobelet perdu, du gobelet manquant. Et donc, nous, comme on est dans une volonté vraiment de faire de l'impact, du réemploi et de les aider justement à ce que cette facture économiquement elle soit viable, on ne fait pas de surbénéfice sur cette ligne de facturation de gobelet manquant, mais on facture uniquement la valeur d'achat du gobelet avec les frais de gestion de réapprovisionnement pour pouvoir se réapprovisionner en stock sur ces gobelets-là. Donc, on essaye vraiment de réduire au maximum les coûts pour que ce soit économiquement viable pour l'acteur. Et on l'a vu sur plein d'événements, il y a des taux de retour qui sont assez différents dans le cadre, pas forcément des événements qu'on a audités là, mais c'est vrai qu'on accompagne notamment aussi avec Zero Waste France de l'événementiel depuis assez longtemps. Et selon les événements, on a des taux très différents de retour. Quelles sont les bonnes pratiques à avoir pour favoriser le réemploi et voilà un petit peu aussi peut-être revenir sur le réemploi du gobelet. Combien de fois est-ce qu'il faut il faut le réutiliser ce gobelet pour qu'il soit vraiment bon pour l'environnement? Alors effectivement, il y a plusieurs points, vous en avez parlé en début de présentation, sur la gestion des déchets, le tri, la signalisation, la sensibilisation des festivaliers, ça c'est hyper important. Il y a aussi, pour nous un autre point qui est majeur, c'est-à-dire que voilà, depuis pas mal d'années maintenant, on voit que c'est ancré dans les mœurs le fait qu'automatiquement il y ait du gobelet réemployable sur les événements. Donc ça, c'est super. Mais on pense que il faut maintenant passer à l'étape suivante, c'est-à-dire réfléchir d'un point de vue mutualisation. Aujourd'hui, l'offre de gobelets usage, par exemple, on parle de gobelets qui sont 100% neutres. Alors, je sais pas si on le verra là sur ma caméra, si c'est visible, mais on est sur un gobelet où il n'y a pas de visuel. Et donc, premier point, ça incite, on va dire, un petit peu moins le consommateur à rentrer chez lui avec, parce que le gobelet, esthétiquement, il n'est pas très attirant, on va dire. Et le deuxième point, surtout, ça permet de mutualiser. C'est-à-dire que si demain, j'ai un gobelet avec le logo d'une équipe de foot de Ligue 1, bah, je ne pourrais pas l'utiliser sur un match de foot d'une autre équipe de Ligue 2. Tandis que si je suis sur un gobelet qui est neutre, bah, ça me permet de mutualiser ce parc et de pouvoir le mettre à disposition sur différents événements et donc assez logiquement augmenter le taux de retour et favoriser le réemploi. Et sur le taux de retour, donc oui, effectivement, sur le neutre, on a moins envie de repartir avec. On va pas avoir cet effet un petit peu goodies de l'Eco-Cup. Mais du coup, alors moi, j'avais lu un petit peu dans les analyses en cycle de vie qu'il fallait l'utiliser 7 fois, ce gobelet. Est-ce que
Voilà, on est dans cet ordre de grandeur pour qu'il soit vraiment bon pour la planète. Alors ça dépend des études qui sont menées. Il y a beaucoup de facteurs différents et plusieurs études finalement elles utilisent différents critères. Donc ça va dépendre de la distance géographique entre l'événement et le lieu de lavage, où là effectivement le transport il peut venir amortir ou augmenter ce taux. En tout cas nous, quoi qu'il en soit, usage, on a mené ce qu'on appelle une ACV, donc une analyse de cycle de vie avec un bureau d'études qui est financé par l'ADEME et qu'on présentera au salon Event Paris le 5 novembre grâce à un retour d'expérience des différents festivals qu'on a pu faire, des différents événements. Pour en citer quelques-uns, on a opéré sur la mise à disposition et le lavage de ces gobelets neutres sur le Club France durant les JO. Quand les Français ils ont raflé plein de médailles d'or, il y avait beaucoup de consommation, donc on a pu mettre à disposition ce parc de gobelets. Les courses de la ville de Paris, on est également présent là-dessus. Donc tout ce retour d'expérience avec l'existence d'acteurs comme usage, ça permet aujourd'hui de pouvoir dépasser ces limites de mutualisation. Grâce à l'étude qu'on a menée, on a des données chiffrées et prouvées, et avec tout l'investissement qu'on a mis dans les machines qui sont devenues très performantes, on sera en capacité de présenter ça officiellement avec un communiqué de presse sur le nombre de tours et autres, en prenant, on va dire, des critères et en essayant d'être le plus neutre possible. Et donc ça, ce sera en novembre qu'on aura toutes ces infos. Exactement. Super, merci beaucoup Marino. Donc le réemploi dans l'événementiel, donc ça peut concerner des domaines extrêmement variés. Là, on vient de parler beaucoup de la vaisselle, des gobelets, et ça peut aller aussi à l'équipement, la scénographie, le mobilier, la sonorisation. On va en parler et pour ça, je vais donner la parole à Anna du REFER. Donc le REFER, c'est un petit peu la tête de réseau du réemploi en Île-de-France. Donc selon vous, quels sont les enjeux principaux du réemploi dans le secteur de l'événementiel francilien? Bonjour à toutes et à tous. Du coup, il y a quand même pas mal d'enjeux que vous avez déjà cités dans votre présentation et que les acteurs ont commencé à parler. Mais voilà, pour synthétiser, les enjeux, ils sont nombreux et pluridisciplinaires, si je peux dire. C'est aussi ça, le réemploi. Ça intervient dans différents champs. Il y a évidemment des enjeux environnementaux, mais on va pas revenir dessus, sur notamment la réduction des déchets et la diminution de la pollution. Il y a aussi des enjeux économiques qui sont de différentes natures. On en a un peu parlé avant, mais sur la gestion des charges, des coûts, et notamment aussi sur la valorisation pour des structures d'invendus ou la valorisation d'objets ou de gisements qui peuvent être en stockage. Comment on arrive à les valoriser, notamment sur des événements, sur de l'éphémère et du ponctuel. En termes d'enjeux économiques / sociaux aussi, il y a aussi des enjeux sur la création d'emplois locaux. En fait, le réemploi permet la création d'emplois locaux, contrairement à une production d'objets neufs et industriels. Hein. C'est quasiment sur, pour 1000 tonnes de déchets, ça va être, pour 1000 tonnes de déchets, ça va être quasiment du un emploi créé pour l'industriel / du 500 pour le domaine du réemploi. Donc ça aussi, c'est un enjeu, des emplois qui sont locaux et qui peuvent être bien souvent aussi en insertion. Ça permet aussi, ça a des enjeux territoriaux. Nous, on défend, et on le voit à travers les acteurs aussi qui sont autour de la table, je trouve, on défend un réemploi qui est local, qui participe au développement local et au développement du territoire, notamment au développement économique.
Il y a aussi un enjeu pour le réemploi via l'événementiel, voilà, de continuer à renforcer, à consolider les modèles économiques de ces activités-là, qui sont parfois en tension. C'est des modèles économiques qu'on appelle hybrides, avec des financements propres, mais aussi des besoins et une nécessité de soutien financier public. On a aussi, ça c'est un vrai sujet, notamment sur le territoire francilien, particulièrement aussi sur la Seine-Saint-Denis, sur Reste Ensemble, mais des enjeux logistiques et fonciers. Si on parle de réemploi, de consignes, etc., il faut aussi parler de stockage. Comment on stocke, dans quel foncier? On sait qu'on est sur un foncier extrêmement tendu, à des prix aussi qui peuvent être compliqués pour des structures. Donc ça aussi, c'est un enjeu. Et effectivement, qui dit réemploi sur des événements, dit tout cet aspect logistique sur la collecte de gisements, la reprise du gisement, et aussi un enjeu sur la conformité des objets qu'on peut mettre à disposition à un événement par rapport aux législations en vigueur. Il y a également aussi des enjeux réglementaires, mais ça, vous en avez parlé, j'en parlerai peut-être un peu plus tard. Mais sur, voilà, il y a eu la loi AGEC en 2020 qui a fait découler de nombreuses obligations, en fait, de nombreuses obligations qui découlent aux collectivités et à tout acteur qui propose des événements. Donc, ce qui est intéressant, c'est que les enjeux sont multiples. On touche à la fois à des enjeux très environnementaux, écologiques, mais aussi des enjeux territoriaux, des enjeux économiques et des enjeux sociaux. Merci beaucoup Anna pour cette contextualisation effectivement avec beaucoup d'implications très territoriales puisque voilà c'est le foncier est très problématique. Or qui dit mutualisation dit événementiel dit stockage. Voilà, on a besoin de beaucoup d'espace. Ça coûte assez cher. Il y a besoin de soutien effectivement. Merci vraiment. C'était ça donne vraiment l'idée de l'ampleur un petit peu de la tâche. Et du coup, je vais tout de suite donner la parole à Lucie Bonafont, donc de la réserve des arts. Là, on va en parler aussi un petit peu donc du stockage, de la collecte, et on va vraiment rentrer dans le vif du sujet, puisque la réserve des arts est spécialisée dans le réemploi du secteur culturel. Déjà, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu vos missions ? Oui, bonjour à toutes et tous. Avant de présenter l'émission, je voulais remercier Anna pour effectivement cet exposé très clair des enjeux qui nous touchent, nous, en tant que ressourcerie culturelle en Île-de-France. Pour la petite histoire, la Réserve des Arts, elle existe depuis 2008, donc depuis 17 ans maintenant, et on est implanté sur 2 territoires, en Île-de-France et en région sud, avec donc des problématiques communes, mais aussi propres au territoire du coup de la région PACA et de la région Île-de-France. Donc la Réserve des Arts, on est une association, on est une organisation à but non lucratif, mais avec une activité commerciale. Nous, notre mission, c'est de participer à la réduction des déchets dans le secteur créatif, culturel, événementiel, artisanal. Et notre parti pris, nous, c'est vraiment de travailler sur le prisme des matériaux, des matières à création. Donc, notre activité principale, c'est ce qu'on appelle la valorisation pour réemploi. Donc, ça va être vraiment un savoir-faire technique, humain, local, non délocalisable. Voilà, on agit sur la matière pour éviter qu'elle ne devienne un déchet. Donc, pour ça, on va avoir un service vraiment logistique de captation des gisements des ressources, avec un service de collecte ou de réception de matériaux. Ces matériaux, on va les valoriser. On va établir un protocole de valorisation dans le but de maximiser leur potentiel de réemploi et d'accélérer donc
leur nouvelle vie. Donc ça, c'est vraiment la première partie de notre cœur de métier. Et ensuite, ces ressources, on va les remettre en circulation. Donc l'idée, c'est de les redistribuer à tarif solidaire à un réseau d'adhérents de l'association. Ces adhérents, ce sont des étudiants, des demandeurs d'emploi ou des professionnels du secteur culturel, créatif, artisanal. On a aussi beaucoup de structures. Aujourd'hui, on a un réseau de plus de 10 000 adhérents, dont la moitié sont des étudiants en design, architecture, mode. Donc là, c'est vraiment l'idée d'une plateforme logistique de redistribution de ressources, de matières à création. Avant que ces rebuts des activités culturelles ne deviennent des déchets. Activités qu'on étoffe, qu'on accompagne aussi aujourd'hui, d'une partie vraiment accompagnement, formation, sensibilisation aux enjeux du réemploi, à la connaissance de nos différents métiers, mais aussi à l'intégration de ces pratiques circulaires dans les pratiques. On a aussi des espaces de transformation aujourd'hui dans nos entrepôts, c'est-à-dire qu'on va avoir des ateliers qui sont disponibles à la location pour nos adhérents, mais aussi pour des structures qui ont vraiment envie d'expérimenter ces différentes techniques ou connaissances autour du réemploi, avec vraiment un accent pour notre développement futur sur vraiment aller former ces différents professionnels aux différentes techniques très ancrées dans le réel, en réalité avec les pratiques, mais aussi sur des enjeux un petit peu plus à long terme sur le réemploi des matériaux. Œuvrer pour plus de circularité dans le domaine culturel, donc ça c'est vraiment le credo de la réserve des arts. Donc on a parlé du territoire d'extension. Vous étiez avant à Pantin, maintenant vous êtes à Montreuil. Vous avez un nouvel entrepôt de 5000 m² qui a ouvert cet été. Qu'est-ce qu'on peut y trouver en fait dans cet entrepôt ? Alors effectivement, la réserve des arts a eu un peu plusieurs étapes de vie. Tout a commencé avec une petite boutique éphémère jusqu'à un entrepôt un plus grand et ensuite un nouveau dans lequel on s'est installé l'été dernier, cette fois-ci de manière pérenne, normalement, si tout va bien. Donc nous, on est situé vraiment à la frontière entre Montreuil et Rosny. Nous, c'est vraiment indispensable pour nous d'avoir des mètres carrés puisqu'on a des très gros volumes de matériaux qui peuvent arriver sur des temps très courts. On travaille beaucoup avec le secteur de la mode. Nous, on va collecter beaucoup de scénographies, de défilés de mode. Donc, en fait, c'est des très, très gros arrivages qui arrivent un peu tous en même temps puisqu'il y a la Fashion Week, un calendrier assez précis. Donc, effectivement, nous, on a un entrepôt de 5000 m², mais qui englobe l'ensemble de nos activités. Notre partie vraiment boutique, où les matériaux sont remis en circulation, elle fait 1200 m². Et on peut y retrouver un ensemble de matériaux bruts qui sont vraiment directement issus des activités du secteur culturel. Donc, ce sont des matériaux qui ont été manipulés, utilisés, transformés par le secteur événementiel, mais aussi par de la production ou plutôt des boutiques. Donc, ça peut venir de défilés de mode, d'expositions, de spectacles, mais ça peut aussi être des surstocks, par exemple d'ateliers de production en mode, maroquinerie. Ça peut être des chutes de production ou aussi des éléments de visual merchandising, de display. Donc nous, on catégorise les matériaux en grandes familles, en typologie. Et ensuite, il y a un détail, la plupart des matériaux sont vendus au kilo, donc au poids. Donc on va avoir du métal, du plastique, du cuir, du textile, et puis parfois des éléments un petit peu plus finis, assemblés, comme des châssis, des feuilles décor, des socles, des assises, des fois des éléments un petit peu plus insolites, des décorations. C'est très varié. Nous, on collecte environ 600 tonnes de matériaux à l'année et la plupart sont remis en circulation assez rapidement. Et après, nous, on fait aussi de l'accompagnement au sourcing pour encourager aussi les structures qui ne savent pas encore comment faire à venir se fournir en matériaux de réemploi, puisque l'idée, c'est de réinjecter des ressources qui ont servi au secteur culturel dans de nouvelles pratiques créatives du secteur culturel. Donc nous, on a plusieurs rayons, on va dire par famille de matériaux, aussi par type d'usage, des éléments plutôt pour les métiers de la confection, des éléments
plutôt pour les métiers de la scénographie, même si tout ça s'entremêle en fonction des besoins et des désirs de tous les créatifs et créatives qui viennent se fournir chez nous. Justement, la scénographie, dans un événement notamment culturel, ça va vraiment être son identité. Ça permet de se plonger dans un lieu, une ambiance, un événement, un festival. Mais souvent, elle est éphémère. Comment est-ce qu'on arrive à rendre quelque chose d'éphémère durable, donc de la création à l'animation, vraiment comment on fait rimer art et éco-conception? Je pense que la donnée principale, pour moi, c'est vraiment une question de sensibilisation des équipes. Aujourd'hui, pour la création d'un événement, il peut y avoir, donc ça dépend évidemment de la taille de l'événement, mais il peut y avoir vraiment des équipes techniques, une équipe de direction artistique. Je prends l'exemple, par exemple, d'un défilé de mode qui sont des très gros événements avec des gros budgets, avec des chaînes, des chaînes de transmission des informations qui peuvent être très longues. L'idée, c'est vraiment d'avoir un ensemble de professionnels qui sont sensibilisés aux enjeux du réemploi, qui ont la connaissance aussi des outils et des solutions locales qui sont éventuellement à leur disposition. Tout à l'heure, vous parliez des fiches réalisées par la mairie de Montreuil avec avant, pendant et après. Ça, c'est indispensable de connaître aussi le cycle de vie d'un matériau, d'une ressource et quels sont les impacts réels pour pouvoir mieux anticiper la gestion de l'après, mais aussi la conception dès l'idée même de l'événement. C'est important aussi de pouvoir mesurer l'impact de sa scénographie. Nous, quand on fait des opérations de collecte, on propose un certain nombre de KPIs qu'on peut transmettre à nos partenaires, à nos clients, pour qu'ils puissent aussi se rendre compte de qu'est-ce qu'ils ont pu éviter en utilisant des matériaux de réemploi. Nous, on va faire des inventaires à réception, des calculs de taux de réemploi, de taux de remise en circulation. Dans le secteur événementiel, il y a l'utilisation de beaucoup de matériaux comme du MDF, des choses de bois mélangées avec plein de colle. Et certains partenaires partent du principe qu'à partir du moment où ils nous contactent, la solution est réglée, mais c'est faux parce que nous, on ne peut pas tout réemployer non plus. Et oui. Des choses qui partent en déchets. Donc, cette question vraiment de sensibilisation de mesures d'impact est importante, que les équipes aussi collaborent ensemble, se mettent d'accord avec une vision assez transverse du réemploi. Comme le disait Anna, ça c'est important. Connaître les solutions locales, les partenaires, les acteurs, où sont disponibles les ressources. Nous, on a une ressourcerie physique, mais il y a aussi des structures comme Plin, comme Muto, comme Artstock qui proposent des solutions un petit peu plus mobiles pour connaître l'existence des ressources sur le territoire. Et une donnée qui est aussi très importante, il faut que les équipes elles puissent avoir le temps et le budget de s'intéresser à ces questionnements. Parfois, quand on a une toute petite structure, alors, acheter en réemploi, ça peut aussi être une solution économique, mais tout le monde n'a pas un département RSE avec des personnes qui sont chargées d'eux, payées pour prendre en charge tous ces questionnements. Donc, c'est des choses aussi qui sont importantes, que tous les acteurs se réunissent autour de la table pour aller dans la même direction. Nous, ça nous paraît assez indispensable. Nous, on essaie de mettre en avant ces projets un petit peu exemplaires qu'on a pu réaliser, des gens avec qui on a pu travailler. C'était le cas, par exemple, d'une belle exposition au Musée des Arts et Métiers, qui s'appelait d'ailleurs Empreinte Carbone, avec vraiment un appel à projet, avec l'obligation de diagnostic ressources de l'exposition précédente pour réutiliser dans l'exposition suivante. Il y a vraiment une collaboration entre agenceurs, ressourceries et musées qui montre que même pour des gros événements, c'est possible. Et ça, c'est assez précieux aussi de communiquer et mettre en avant ces démarches pour pouvoir montrer à celles et ceux qui ne savent pas encore comment faire que c'est possible. Oui, tout à fait. Et aussi communiquer dessus essayer d'embarquer un maximum de personnes dans la démarche. Là, ça s'appelle la réserve des arts. Donc, on pense directement au milieu culturel. Là, nous, on est intervenu sur des événements culturels et sportifs.
Mais en fait, les matériaux, ça peut être potentiellement les mêmes et même, voilà, pour un événement sportif, s'il y a besoin d'un podium, d'une estrade, voilà, de bancs, de choses, on peut aussi penser réemploi, même pas forcément que dans le milieu culturel. Et vu qu'on parle de matériaux, ils peuvent être aussi réutilisés finalement dans plusieurs secteurs. Oui, tout à fait. Nous, on a un parc matériaux qui est très grand, qui est très variable. Aujourd'hui, on a un réseau, je le disais tout à l'heure, de plus de 10 000 adhérents. Parmi ces 10 000 adhérents, on a des métiers qui sont très variés. On a des moyens financiers, des tailles de structure, des savoir-faire techniques qui sont très, très variés. Et pourtant, ces 10 000 professionnels se fournissent quand même à la Réserve des Arts. Donc, ça montre bien qu'il y a qu'il y a des chemins entre toutes ces pratiques, entre tous ces matériaux. Le mot réemploi, ça veut dire réutiliser un matériau pour autre chose que ce pour lequel il a été prévu initialement. On peut aussi parler de réutilisation. On a des personnes qui vont faire une scénographie complète avec des zips, des glissières. Ce n'était pas l'usage initial et pourtant, ça peut être détourné, des bandes défilées. A priori, ils servent à s'asseoir, donc il n'y a aucune raison que le public d'un événement sportif ne puisse pas s'asseoir sur ces mêmes assises. Donc, nous, on encourage aussi tous ces concepteurs d'événements à se poser les bonnes questions au moment du sourcing matériaux. Pourquoi est-ce qu'on est intéressé par ce banc? Quelles sont ses propriétés techniques? Quel est l'usage souhaité? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de tel ou tel élément? Là, l'idée, c'est vraiment de penser au choix de matériaux dès la conception du projet, sachant que certains, pour les événements plutôt culturels, d'autres vont même jusqu'à aller dans une frugalité pure avec pas de scénographie. Ce qui compte, c'est l'événement. Bon, ça dépend un peu du projet, mais effectivement, il faut aussi que les directions artistiques ou les concepteurs soient aussi touchés par cette problématique, puisqu'on voit que finalement, les matériaux peuvent être réutilisés dans plein de cadres différents. D'où l'intérêt d'une bonne sensibilisation de tous les acteurs. Je vais maintenant donner la parole à Fiona de Envie le Labo. Bonjour. Envie le Labo. Bonjour Fiona. C'est un acteur qui est quand même bien connu du réemploi, notamment pour les particuliers. Comme je l'ai dit, Envie le Labo propose des appareils électroménagers reconditionnés, des ateliers réparation, mais vous proposez aussi, j'ai vu, un service de location pour les professionnels. Par exemple, pour l'événementiel, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme location? Alors, pour être honnête, Envie le Labo l'a fait très rarement. Ce service de location, mais effectivement, comme on a ouvert il y a 4 ans, on a joué sur cette carte-là très peu de fois, notamment avec les canaux. On a fait un partenariat avec eux sur l'appartement du futur, donc c'était aussi une bonne occasion pour montrer ce qu'on fait en termes de reconditionnement d'appareils électroménagers. Donc on a prêté à la fois des réfrigérateurs, un lave-linge ainsi qu'un lave-vaisselle pour pouvoir projeter les gens chez eux avec des appareils électroménagers. On a également loué des réfrigérateurs à la fête de l'UMA. Et puis on a participé également, nos machines ont participé à des tournages de films. Par exemple, Ornum de Toledano et je n'ai plus l'autre en tête, désolée. Et puis donc Envie aussi, pour pas parler forcément que d'Envie le Labo, mais dans le réseau Envie, dans nos 50 structures environ dans toute la France, on propose également à des associations qui font des événements hors les murs, la location d'appareils électroménagers du type réfrigérateur, pour qu'ils puissent justement avoir de quoi s'alimenter ou quoi durant leurs événements. C'est sûr que dans tous les événements qu'on a vus, il y avait finalement beaucoup d'électroménagers.
On avait des blenders, des mixeurs, des réfrigérateurs, des crêpières, des biliques, des vitrines réfrigérées. Et c'est vrai que voilà, on se dit, et puis des cafetières, un nombre incroyable de cafetières évidemment. On se dit combien de fois elles sont utilisées ces cafetières. Est-ce que c'est pas la cafetière qu'on ressort une fois par an pour le stand? Est-ce que elles avaient l'air beaucoup avaient l'air assez neuves? Et donc voilà, c'est vrai qu'on s'est un petit peu questionné sur pour plus de mutualisation et de location même du petit électroménager. Et c'est dans ce cadre-là aussi qu'on avait envie de vous faire intervenir. Mais effectivement, voilà, c'est quelque chose qui est assez récent et peut-être pas trop développé. Et j'espère qu'il se développera énormément dans les années à venir. Ah bah nous aussi, complètement. Juste pour remettre, bon, même si quand même on est tous un petit peu sur la même longueur d'onde, juste pourquoi louer plutôt que d'acheter? Pour moi, c'est assez évident. La location, ça permet en fait de prolonger l'usage d'un objet qui est rarement utilisé. Effectivement, quand on parle d'une machine à café pendant un événement qu'on utilise peut-être 2 heures et qu'après, la personne ne l'utilise plus, on se dit, mais ça sert à quoi? Donc, effectivement, la location permet de réduire ce niveau de gaspillage. Et puis, effectivement, c'est un besoin qui est ponctuel. Donc là, on ne voit pas forcément un achat de longue durée et en même temps, ça fait des économies, quoi. Et oui. Alors du coup, dans le cadre de cette table ronde, comme je l'ai dit tout à l'heure lors de la présentation, Envie a une double casquette puisque maintenant, depuis 2 ans, Envie organise le festival En Vibration. Voilà, on peut voir l'affiche là. C'était en mai dernier dans le 20e à Paris. Du coup, cette année, c'était intitulé La sobriété enchantée et ça proposait justement de construire des imaginaires désirables de sobriété. Pourquoi avoir choisi de créer ce festival? Alors déjà, ce festival, il a été créé par des étudiants qui ont fait appel à nous, des étudiants de l'école ISM-IAE. En fait, ils avaient pour objectif, durant leur année, de créer un événement assez insolite et écologique. Ils ont fait appel à nous, ils se sont dit que ça pouvait être intéressant de mettre en place ce projet-là. Effectivement, ça l'était. On a travaillé 1 an là-dessus, sur la première édition. Donc, on va dire que c'était un petit peu un prototype, vu qu'on a vraiment entremêlé plein d'idées autour du zéro déchet, bien évidemment, du réemploi et du reconditionnement à la fois d'appareils électroménagers, mais électroniques et autres. Donc, c'est vrai qu'on s'est dit, on va créer en fait un événement purement écologique pour sensibiliser des jeunes. Donc, c'était en fait ça notre cible, des jeunes de 18 à 25 ans, et faire en sorte qu'on rende l'écologie «fun» entre guillemets, accessible et ça partait donc sur plusieurs types d'activités. Donc, il y avait surtout des choses à faire soi-même, des ateliers DIY à faire fait main, comme de la couture, de la broderie, et cetera. Il y avait beaucoup aussi d'associations présentes pour parler environnement, de leur engagement environnemental. Alors ça se faisait surtout localement, donc comme on est dans le 20e, on a notre petit réseau et il y avait plusieurs associations présentes pour parler de ça. Et puis, il y avait également un petit espace de vente avec des libraires militants et écologiques, ainsi que des petites épiceries locales. Donc là, je pars de la première édition qui avait lieu en avril 2024. Lors de la deuxième, donc effectivement mai dernier, là, nous étions partis donc sur cette nouvelle thématique, la sobriété enchantée, où on s'est dit qu'effectivement, on avait nos bases, mais on voulait quand même aller plus loin, aller dans un côté un peu plus engagé,
pas créer forcément une sorte de marché éco-responsable, mais de se dire que là, on va tout contrecarrer. On incite les gens à venir dans un festival où on n'achète rien du tout. Bon, mis à part effectivement de la nourriture, parce qu'il y avait des intervenants dans notre partie buvette et cantine. Mais effectivement, là, on se disait qu'il fallait en fait prendre conscience, essayer de créer un véritable échange avec notre public autour justement de cette thématique-là. Donc, comment faire moins mais mieux. Donc, c'est pour ça qu'il y avait plusieurs activités du type autour de la réparation de vélos, de la réparation de vêtements, d'électroménager. Essayer aussi de créer des petits stands d'activités, que ce soit pour enfants et pour adultes, autour de ces thématiques-là. Et puis, il faut aussi que je dise ça, mais c'était hyper intense vu qu'au départ, nous étions 2 sur ce projet-là. On a fait appel à des bénévoles, en fait, pour nous aider. Donc, ils nous ont vraiment ouais, aidé, c'est le terme, à mettre en place vraiment le festival lors de cette 2e édition. Donc, on était une cinquantaine à la fin. Et on a pu donc créer aussi notre propre signalétique, donc signalétique faite main, à partir à la fois de ce qu'on avait pu créer lors de la première édition et rajouter quelques petites décos, mais encore avec ce qu'on avait chez nous et en réutilisant. Évidemment. Donc, la sobriété, en fait, elle était à la fois dans le festival, avant le festival et même après le festival, parce que on s'était dit on joue le jeu, mais c'était très important pour nous, quoi. Bah, Voilà. en tout cas, bravo. Et juste, très très rapidement, Oui. parce que envie, voilà, dans le réemploi à fond, est-ce que c'est compliqué ou pas d'être 0 déchet sur un événement? Alors oui, c'est assez compliqué parce que pendant des mois et des mois, on réfléchissait, ne serait-ce que sur la question de la nourriture, qu'est-ce qu'on propose au public pour pas en fait avoir, enfin du moins avoir très peu de vaisselle réutilisable, pour pouvoir faire en sorte que les personnes jettent le moins possible, parce qu'on avait effectivement mis en place des systèmes de poubelles, mais l'objectif c'était en fait d'inciter les gens à ne pas consommer, vu qu'effectivement il n'y avait pas tant de stands de consommation en soi. Et effectivement ça a bien marché, mais comme je le disais, on est parti sur de la finger food. Donc on a pris l'option burger, cookies et chips pour se dire qu'on va pas avoir énormément de vaisselle. Sur la décoration aussi, on ne voulait pas nous-mêmes jeter ce qu'on avait. Donc on a réutilisé des cartons, on a réutilisé du bois, des palettes en bois qui étaient chez le restaurateur en face pour pouvoir faire notre scène, parce qu'il y avait également une scène qui a été construite par nous-mêmes. Enfin, voilà, on voulait vraiment aller jusqu'au bout dans notre ouvrage, entre guillemets, et voilà. Ouais. Effectivement, c'est un gros challenge, mais en tout cas, vous l'avez réussi, donc ça c'est trop chouette. Bravo. Je vais redonner la parole à Anna du REFER. Grosso modo, là, quels sont un peu vraiment les besoins du secteur pour que le réemploi devienne la norme, pas la mode. Oui, ça serait bien que ce soit vraiment à la mode partout. En gros, comment favoriser la coopération entre les organisateurs, les collectivités, les acteurs du réemploi. J'ai l'impression que des fois, il manque un peu de lien entre tout ça. Est-ce que voilà, c'est un sentiment partagé et voilà, quels sont vraiment les besoins? Pour que le réemploi devienne la norme. Sur l'événementiel. Dans l'événementiel, c'est vrai, mais dans l'événementiel, mais du coup un peu plus large, enfin on pourrait parler plus largement aussi. Oui. De toute façon, il faut que ce soit une culture qui change. Ce que je me sens, ce que j'ai envie de dire et ce que je me sens obligée de dire pour le premier point, c'est, je pense que premièrement, il faut soutenir la création et le développement des structures qui font du réemploi.
En fait, il ne va pas y avoir de réemploi si il n'y a pas de collectif, d'associations, de structures qui peuvent collecter les objets, le valoriser, les mettre à disposition. Donc, je pense qu'il faut soutenir ces structures-là avant les autres et soutenir leur création et soutenir aussi les structures existantes. Ensuite, je pense qu'on ne peut pas parler de normes et je pense que Zero Waste est bien placé pour le savoir, c'est ce que vous faites. Mais si on ne parle pas en premier lieu de prévention et de sensibilisation, c'est ce que l'on porte aussi au REFER. C'est qu'on soutienne déjà les acteurs du réemploi, j'en passais pour l'ensemble de leurs activités. Donc, je parle de la collecte, de la valorisation, de la redistribution, mais aussi et surtout pour leur mission de sensibilisation auprès des citoyens. C'est là le plus gros pouvoir d'agir. Et quand je parle de sensibilisation auprès des citoyens, c'est un peu plus large. Hein. On peut imbriquer les acteurs locaux, mais aussi les pouvoirs publics. Et du coup, c'est en accompagnant les gens, les habitants à prendre conscience et à changer leurs habitudes pour qu'elles s'ancrent dans leur quotidien qu'on arrivera à inverser la tendance et que ça deviendra naturel et effectivement une norme. Mais ça, effectivement, ça prend du temps. Ça demande des moyens qui sont considérables. Et du coup, c'est pas chose facile, mais c'est chose indispensable pour qu'on puisse un jour ne plus faire de table ronde ou de conférence, mais que ce soit une habitude et un questionnement. Je pense qu'on a aussi besoin, évidemment, en parallèle de ça, parce que j'ai dit que ça prenait du temps, d'un soutien législatif et normatif pour rendre obligatoire et donc rendre norme l'utilisation du réemploi. Ça doit découler d'une volonté de l'État, voire de l'Union européenne. Mais déjà, on a vu quand même quelque chose qui s'est enclenché avec la loi AGEC ces dernières années, qui a rendu sur le zéro plastique, sur le réemploi, mais aussi sur la publicité, la communication, qui nous a fait quand même avancer. Ça a aussi pu découler aussi aux collectivités plus locales. Hein. Il y a la région qui porte un PRGPD, un plan régional de gestion et de prévention des déchets, qui donne aussi les lignes à suivre et qui sont aussi après ramenées aux collectivités locales. Et du coup, voilà, il y a plusieurs outils, qui peuvent amener à ça. Ça peut être dans les commandes publiques ou les marchés publics, rendre obligatoire l'utilisation et l'usage du réemploi. Dès qu'il y a un commanditaire là, je parle plutôt d'un commanditaire public, hein, mais voilà, s'il y a un événement qui est porté par une collectivité, comment, dans un conventionnement, dans un marché ou dans une commande, en fait, on rend obligatoire pour l'organisateur du lieu d'être exemplaire sur ces questions-là, que ce soit l'organisateur, mais aussi les prestataires auxquels on intervient. Et ça peut jouer. Après, le côté obligatoire peut freiner. Donc, la question qu'on doit amener par rapport à ça, que les collectivités, les acteurs locaux, les acteurs associatifs doivent aussi amener, c'est la question de comment on accompagne. Mais du coup, c'est ce dont on parle aujourd'hui avec les différents acteurs sur la table. Je pense qu'effectivement, si on rend obligatoire, il faut aussi penser à l'accompagnement qu'il y a en parallèle de ça. Mais du coup, voilà, pour résumer, ce que j'ai dit, c'est soutenir les acteurs, sensibiliser. Je pense qu'il faut investir dans la sensibilisation. Et il y a besoin forcément d'un cadre législatif et normatif qui encourage, voire rend obligatoire en parallèle d'un accompagnement les acteurs à aller vers ça. Et sur la coopération entre organisateurs, collectivités ou autres acteurs, c'est ce que j'ai un peu dit. Hein,
il peut y avoir le côté normatif, le rendre obligatoire en fait. Si lors d'une convention d'un marché, on rend obligatoire la coopération, de se mettre en lien avec des acteurs spécialisés, des acteurs locaux, etc., ça va forcément encourager et devenir de plus en plus naturel. Et c'est aussi le rôle des réseaux. Nous, le REFER, on est le réseau francilien du réemploi, réemploi solidaire, plus tourné vers les objets du quotidien. Il y a aussi Zero Waste qui, je pense, a un panorama assez large des acteurs sur le territoire, des liens avec des collectivités. Par exemple, il y a aussi le RESAC, qui est le réseau national des ressourceries artistiques et culturelles, qui a aussi cette vision et qui connaît très bien les acteurs artistiques et culturels. En Ile-de-France, on peut aussi citer la recyclerie sportive, qui n'est pas un réseau, mais voilà, qui a quand même une expertise dans le domaine du réemploi du sport. Là, voilà, hein, il y a eu la réserve des arts, Envie, etc. Et du coup, c'est comment ces acteurs-là, déjà, on les repère, on les met en lumière, on les cartographie, et comment on arrive à rediriger vers ces acteurs qui eux, peuvent avoir une connaissance et une vue assez large des acteurs du territoire. Oui, donc pour conclure, vraiment un enjeu de sensibilisation, de prévention et aussi quand même vraiment de communication, de faire connaître que les gens, sachent aussi à qui s'adresser. Et ça, on l'a vu, c'est quand même aussi un gros enjeu. Et après, bien sûr, par l'obligation, ça malheureusement, c'est terrible, hein, mais on a du mal à faire bouger les gens avant qu'ils soient un petit peu contraints. On le voit beaucoup, nous dans l'accompagnement des commerçants, par exemple sur le zéro sac plastique. On pourrait se dire ça fait bientôt 10 ans que la loi est passée et voilà, ils nous disent tant qu'on ne sera pas contraint et forcé et financièrement, on le fera pas. Donc c'est un peu terrible, mais des fois c'est vrai que par l'obligation, malheureusement, c'est comme ça qu'on fait un petit peu bouger les choses. En tout cas, tu as pas mal parlé de l'aspect économique et du coup, je voulais quand même redonner un petit peu la parole à Adèle de la Douve Blanche parce que cet été, on a vu fleurir énormément d'articles de presse qui pointaient la fragilité des festivals, la fragilité financière. On parle d'un secteur en crise avec une baisse des subventions assez conséquente dans certaines régions. Et du coup, est-ce que la démarche éco-responsable, elle est menacée par une perte de financement ou par exemple pour la Douve Blanche, c'est tellement ancré maintenant dans les pratiques, les investissements sont faits et il n'y a pas de risque de revenir en arrière si jamais il y avait une grosse perte de subvention. À quel point la démarche éco-responsable est fragile financièrement? Si jamais tu peux y répondre. Alors, j'aimerais bien vous dire l'inverse, mais oui, notre démarche éco-responsable est complètement menacée parce que malheureusement, on n'est pas du tout épargné par des budgets déficitaires. Déjà, cette année, on a dû se passer d'Aremac, ce qui n'était pas du tout le cas, ce qui n'était pas du tout le plan à la base parce qu'on n'arrivait pas du tout à boucler nos budgets. Donc, on a dû, cette année, gérer nos déchets nous-mêmes. Ça a été fait, sûrement moins bien que par Aremac, mais ça a été fait. Et surtout, c'est au prix d'un effort énorme de nos équipes parce que on a dû remettre en place une équipe pour ça. Et ce n'est pas des choses qui tiendront dans le temps, malheureusement. On disait tout à l'heure qu'on volait de nos propres ailes, mais l'idée serait quand même de repartir avec un accompagnement d'Aremac sur les prochaines éditions. Parce qu'on s'est bien rendu compte que c'est une charge de travail énorme. On le savait déjà, mais là, on s'en est encore plus rendu compte. Donc, sur cette partie-là, voilà. Après, il y a quand même des investissements qui nous permettent de faire un peu des économies, notamment sur les tunnels de stockage, les points d'eau qu'on a mis en place et les éco-cups.
Mais par contre, sur toute la partie vaisselle, par exemple, ça reste vraiment un coût très gros pour le festival. Et après, les taux se resserrent sur vraiment tous nos budgets. Et oui, le secteur est en crise. Et encore plus quand on parle d'écologie ou de réduction d'impact, sur lesquels il n'y a pas trop de subventions qui sont mises en place pour accompagner ces engagements. Bon, j'aurais aimé terminer sur une note beaucoup plus positive, mais c'est vrai qu'il faut le dire. Enfin, c'est vrai que le milieu de l'environnement en ce moment, c'est un petit peu compliqué et soutenir ce genre d'initiative, ça nécessite des moyens et beaucoup. Du coup, il y a Monsieur Lascou qui a levé la main. Je vous donne la parole. Oui, merci. Oui, merci de vos échanges et de la richesse en fait de vos propos et ça croise beaucoup de nos réflexions. Les situations, on le voit bien à vos propos, sont multiples, surtout dans l'événementiel et dans le type d'événements qu'on peut trouver. On a des événements où on a un organisateur sur lequel on peut poser un cahier des charges et avoir une certaine rigueur. Et on a aussi des événements où on a une multitude d'acteurs. Et ça rend beaucoup plus difficile, en fait, et contraignant le passage des consignes, et ça nécessite une organisation beaucoup plus lourde, on a vu sur le terrain. Donc, sur ce qui a été dit, il ne faut pas oublier que en fait, on a derrière le tri et les déchets qui restent, il y a quand même une logistique aussi lourde et une suite. C'est-à-dire qu'il faut aussi organiser les collectes, le traitement et avoir une bonne suite à tous ces déchets. Et il est important en amont, de bien travailler en amont et d'avoir une connaissance aussi du réseau des acteurs, la multiplicité de tous les acteurs du territoire. Et on le voit là, sur notre territoire, on a la chance d'avoir une richesse d'acteurs qui est assez unique sur Est Ensemble. Et je peux vous le dire parce que je travaille avec le SICTOM et sur toute l'Île-de-France et je me rends compte en fait de cette richesse et souvent de la méconnaissance aussi des habitants, des structures, des associations, du panel d'acteurs qu'il y a sur le territoire. On n'a pas parlé, par exemple, de la bibliothèque d'objets de Montreuil, qui est une structure intéressante. On n'a pas parlé de la ressourcerie du cinéma. On a vraiment beaucoup d'acteurs qui font un travail incroyable sur le territoire et que nous soutenons vraiment à part une politique ambitieuse dans ce domaine-là. Et c'est vraiment dans ce sens que l'on va. L'exemplarité. Il ne faut pas oublier les collectivités qui aussi fournissent des ressources. Pour quand on organise une kermesse, il faut du matériel. Ce matériel est mis à disposition par les collectivités et c'est aussi ces collectivités qu'il faut faire évoluer. Quand on travaille à l'échelle d'une intercommunalité, on travaille aussi dans ce sens-là pour améliorer les pratiques et il y a un travail interne qui se met en place d'accompagnement. Et c'est bien dans ce sens que l'on va. Donc, l'approche aussi de cette sobriété systémique et heureuse qu'il faut mettre en place, c'est aussi c'est ce qu'il faut arriver à infuser dans tous les esprits, puisque c'est quand même l'objet de la réduction de ces déchets, le zéro déchet, c'est quand même le cœur le cœur de l'action. Et ça, on n'a pas d'outils, on ne peut pas contraindre une structure à trier. Une association, si elle ne veut pas trier, on ne peut pas le faire. Elle est libre, on ne peut pas la contraindre. Mais par contre, on peut essayer de la convaincre et c'est ce qu'on essaye de faire. Voilà. Et en tout cas, je voulais vous remercier vraiment de vos interventions. Merci. Une conclusion à cette table ronde. Merci beaucoup à tous les intervenants, intervenantes de vous être rendus disponibles en cette fin de journée, début de soirée. Alors, je suis désolée, le temps est très 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 court, mais est-ce que il y a une question qu'on pourrait prendre dans le public? Je me tourne vers le chat.
Alors, j'imagine que mes super collègues ont rempli leur mission de répondre à toutes vos questions. En tout cas, sachez que cet événement a été enregistré, donc voilà, si jamais au besoin, nous pourrons vous faire passer le replay pour le transmettre éventuellement à vos collègues. On a aussi pris en note toutes les questions qui ont été posées au cours des tables rondes et au besoin, on pourra les rediriger vers les intervenants et revenir vers vous puisque cet événement était sur inscription. On a vos adresses mail, donc voilà, on pourra revenir vers vous. Eh bien, s'il n'y a pas de questions, je vais terminer en remerciant particulièrement Xavier Hébert et Nathalie Bastard parce que voilà, ça fait déjà un petit moment qu'on travaille à réduire les déchets sur le territoire d'Est Ensemble et je suis vraiment ravie d'avoir pu enfin voilà, m'attaquer, c'est pas forcément le meilleur mot, mais aux déchets de l'événementiel parce que c'est quand même un vaste sujet. Il est 19h pile, je pensais jamais qu'on terminerait à l'heure ce soir. Merci à vous. Si voilà, s'il n'y a pas de questions, on peut s'arrêter là pour ce soir. Je vous souhaite une excellente soirée à toutes et tous. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, au revoir. Merci. Très intéressant. Au revoir. Merci pour ce partage. Au revoir. Merci et au revoir.